Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise du Nord. Comme tout le monde, finalement, vous avez vécu cette joie du foot. Vous l'avez exprimé sur les réseaux sociaux. Une équipe, une joie populaire, la fierté d'être français, avez-vous dit. Emmanuel Macron, hier, disait « Je ne vais pas vous chiffrer les points de PIB, mais c'est bon pour la croissance ». C'est aussi ça le foot ? Bon, d'abord, il y a une vraie ferveur populaire. Et il faut le dire, il y a quasiment que le foot qui permet ça dans le pays. C'est-à-dire qu'on voit que l'espace de 90 minutes, ou qui plus est peut-être d'une compétition tout entière, même les gens, comme c'est mon cas, je veux dire, qui ne sont pas spécialistes ou pas particulièrement footeux, se plaisent à faire des commentaires, tout le monde se saute dans les bras, pleure, rit. Voilà. Et il n'y a que le foot qui permet ça. Et moi, je pense que ça signe aussi ce que nous sommes. Il y a un récit politique autour de cela. Qu'est-ce qu'elle dit, cette équipe ? Qu'est-ce qu'elle dit, cette victoire ? Clairement, il y a, même si, et on l'a fait hier à l'Assemblée nationale, il y a quand même toujours l'idée de dénoncer le sport de l'argent et le fait que, par exemple, le sport amateur n'en bénéficie pas suffisamment. Il y a quand même 2 clubs par jour de sport amateur qui ferment. Donc ces déviances-là, elles sont toujours présentes et nous devons les dénoncer. Mais avant tout, il faut d'abord saluer cette victoire et dire que, notamment, le sélectionneur Didier Deschamps a su y mettre du sens. Parce que souvenez-vous qu'au sortir de 2006, il y avait une vraie rupture, une désaffection entre le peuple français et son équipe nationale, on s'en souvient. Là, il a eu cette capacité, à toutes les étapes de la compétition, à faire, même dans les choix individuels, des sacrifices au service du collectif. Et je pense qu'il y a une signification profonde à ça. C'est ce qu'incarne cette équipe. Vous voyez, quand vous avez des Mbappé ou des Griezmann qui passent du temps à dire vive la République, vive la France et qui mettent du sang, vous savez que la République n'est pas un régime neutre, ça signe quelque chose. Et je trouve d'ailleurs que ça, de ce point de vue, clairement, sans arrière-pensée. Mais bien évidemment, parce que ça montre bien ce que nous sommes. Et la République, comme elle n'est pas un régime neutre, c'est aussi effectivement du coup tous ces services publics, ce sport amateur qui permet de faire émerger ces talents. Et voyez-vous, je dois vous dire que... Mais vous savez bien, si je vous pose cette question, Adrien Quatennens, c'est aussi parce qu'un certain nombre, notamment de vos militants sur les réseaux sociaux, ou même de proches de vos idées de la France Insoumise, comme par exemple Aude Lancelin, qui est la directrice de la rédaction du média la web télé, qui, face à la photo d'Emmanuel Macron, par exemple, pendant le match, a décrit cela en disant cette façon extraordinairement vulgaire de prendre le peuple pour une dupe. Non, mais il y a 2 choses. D'abord, il y a la réussite de l'équipe, je l'ai saluée, je vous l'ai dit, et ça a pour moi une signification politique. Ensuite, il y a ce qui se passe, notamment vis-à-vis des acteurs politiques et de ce qu'a fait notamment Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dans la manière dont il a célébré cette victoire... C'est quoi, c'est de la récup ? Mais c'est son rôle de président de la République aussi que de participer à cette victoire, donc ce serait un peu facile de dire que c'est de la récupération. En tout cas, il essaye, je pense, d'y donner un récit qui ne colle pas à ce que représente cette équipe. Regardez, par exemple, quand vous regardez les mots qu'il emploie, il y a une espèce de glorification des individualités exceptionnelles. Presque, il culpabilise tous les autres. Et lui, alors que moi, je pense profondément que ce que cette équipe signifie, dans les valeurs qu'elle a su mettre en avant, et en dépit, je le dis encore une fois, des rémunérations et de tout ce qu'on pourrait discuter, mais je pense que ce n'est pas le moment. Eh bien, moi, je pense que c'est quelque chose de plutôt collectif, un patriotisme qui est porteur de valeurs de solidarité, alors qu'Emmanuel Macron, lui, de son côté, est plutôt porteur de valeurs qui c'est le self-made man, quoi. C'est cette idée qu'en réalité, ce sont les individualités exceptionnelles qui vont permettre qu'on y arrive. Mais vous pensez pas, quand on entend d'ailleurs tous ces jeunes qui ont été reçus, notamment à l'Élysée, tous ces jeunes qui sont membres de ces clubs amateurs dont vous parlez, et dont sont issus la plupart de ces joueurs de l'équipe de France, ces jeunes, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ils se disent, non seulement c'est génial de gagner la Coupe du Monde, mais c'est génial aussi de pouvoir faire fortune grâce au sport. Est-ce que c'est pas aussi un ascenseur social ? Je suis pas sûr, en tout cas, que la cupidité soit le moteur de... Mais est-ce que c'est forcément de la cupidité de simplement se dire qu'on a envie de gagner sa vie ? Quand on est à ces niveaux... Non, mais là, on ne parle pas de gagner sa vie. C'est-à-dire que gagner sa vie avec le sport, c'est possible. Mais là, on parle de rémunération. Voilà, c'est des dizaines de millions d'euros. En tout cas, c'est amoral. Et puis, je me pose la question. Enfin, regardez, si on regarde, par exemple, 27 millions d'euros de salaire annuel, hors tout ce qui se passe au niveau de la publicité. Bon, ça fait à peu près 2 millions par mois. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 millions d'euros par mois, Apolline de Malherbe ? Est-ce que vous sauriez quoi faire avec 2 millions d'euros ? Puis après, moi, j'interroge aussi un modèle. Quand on a... Je vais vraiment poser la question, justement, parce que ce sont des sommes qui sont complètement déconnectées de toute réalité matérielle. On le voit bien. Regardez, par exemple, la valeur des joueurs en fonction d'un événement à l'instant T. C'est de la marchandise. Donc moi, je ne pense pas que ce soit ça qui donne envie. Par contre, la capacité à se réaliser, les valeurs portées de solidarité... Il faut des modèles ? Mais bien évidemment, ça fait aussi... Donc il faut des individus quand même. On s'identifie à des gens, mais je dis pas qu'il faut pas d'individus. Par contre, je dis qu'on aurait tort de ne pas voir tout le reste, et y compris sur la question du sport amateur dans ce pays. Enfin, regardez, la ligne budgétaire du ministère des Sports, c'est 400 millions d'euros, c'est rien du tout. Vous avez 14 000 clubs de foot aujourd'hui dans ce pays, il y en a 2 qui ferment chaque jour. Donc à la question des moyens, cette occasion pour essayer non seulement de montrer que ce qui fait ses talents,
c'est aussi ces petits clubs de sport amateur et le sport amateur au global auquel il faut rendre hommage et à qui il faut donner des moyens. Après, moi je le dis sur la question de la récupération. Moi je pense qu'aujourd'hui on en est à un stade, et je le vois parce que j'étais à Lille, moi, en train de regarder le match, et on m'a signifié que ça s'est passé dans plein de villes, ce qui montre qu'il y a quand même une vigilance du peuple français, même dans un moment d'exaltation comme celui-là. Quand Emmanuel Macron apparaît à l'écran, il y a des gens qui s'arrêtent d'applaudir et qui le huent. Donc pour moi, ça a une signification politique. Ça veut dire que contrairement à ce qu'on raconte sur l'opium du peuple, le fait que les gens ne sont plus vigilants, moi j'ai été témoin de cette scène qui m'a même surpris, de voir des gens qui au moment où il y a un but qui est marqué applaudissent à tout rompre, et quand Emmanuel Macron apparaît à l'image, qui cessent d'applaudir, qui le huent et qui reviennent à leurs applaudissements. Ils ont raison de le huer. Mais je pense qu'Emmanuel Macron a beau jouer tous les numéros de claquettes qu'il veut, il est en train de se couper durablement de la grande masse du peuple français. Je pense qu'il atteint un point de non-retour. Mais est-ce qu'il faut huer? Est-ce qu'il faut siffler le président? Mais la question n'est pas de savoir, Madame de Malherbe. Vous avez l'air de trouver que c'est plutôt positif. Non mais voyez, c'est dans l'histoire, on analyse ça, c'est-à-dire en gros comment le peuple réagit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Moi je ne vous dis pas, je voudrais juste savoir bien ce sûr, que moi je vous vous dis pas que c'est bien ou c'est mal. Vous avez hué, vous? Moi en tant que responsable, non, moi je n'ai pas hué, mais en tant que responsable politique, je regarde ce qui se passe et pour moi ça signe une tendance. Vous savez, quand on parle de dégagisme en politique comme ça a été fait, c'est pas nous qui mettons le dégagisme sur la scène politique, Apolline de Malherbe. C'est pas nous qui disons il faut être dégagiste. Nous observons que c'est une tendance profonde dans la société parce que cette colère est intacte. Et donc la question c'est de savoir, puisqu'il y a cette tendance dans la population, est-ce que nous l'épousons et nous essayons de lui donner une sortie positive, ou est-ce que nous disons ah c'est mal, c'est sale, c'est le peuple donc on ne regarde pas. Or moi j'ai vu cette scène et figurez-vous qu'on m'a témoigné qu'elle a eu lieu dans beaucoup d'endroits dans le pays. Comment il devrait y réagir d'après vous? Vous dites justement il faudrait en tenir compte de ce sentiment qu'il a, d'après vous, suscité chez un certain nombre de personnes dans votre entourage, ou beaucoup plus largement, dites-vous, quand il le voit. Parce que ce qui se passe n'est pas propre à ce qui vient de se passer avec le foot, hein. C'est le fruit de sa politique. Voilà. Quand il apparaît, vous savez, il est hué. Ça veut dire Emmanuel Macron, je pense qu'il est dans un aveuglement idéologique total, c'est-à-dire qu'il pense qu'il manque un roi à la France, et donc il est même passé du statut de président des riches à roi des riches, et je pense qu'il se coupe durablement du peuple français. Il est persuadé que sa feuille de route, sa ligne idéologique va relancer l'activité, permettre qu'on réussisse. Aujourd'hui, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il permet par sa politique de relancer l'accumulation et la cupidité, là où il faudrait relancer l'activité de ce pays. Finalement, quand vous regardez ce qui a été fait sur un an, il n'y a pas d'horizon propulsif. Les gens ne savent pas vraiment vers quoi on va vers plus de libéralisme, on dérégule tout. C'est de plus en plus, y compris dans l'entreprise, la loi de la jungle. Et en réalité, on n'a pas d'horizon porteur, il n'y a pas de réel projet. Moi, en tant qu'élu, je le vois. Je traverse le pays, on me fait voir des choses absolument incroyables. Il y a des cimetières industriels où finalement on voit bien que cette logique de la Startup Nation ne pense pas un projet industriel pour le pays, ne pense pas à la question de l'emploi en termes de pérennité. On est sur une précarisation généralisée. Voyez-vous, je prendrai juste cet exemple sur lequel j'ai travaillé par exemple encore hier. Prenez l'exemple des coursiers à vélo. Ça signe quand même un modèle. Ce sont des gens qui sont dépendants d'une application, bien évidemment avec toute la difficulté que ça représente, parce que quand vous faites grève, là en l'occurrence, l'application peut renvoyer la charge de travail sur d'autres auto-entrepreneurs, comme on dit. Et mais comme c'est une compétition, ils sont dépendants d'une application, ils doivent porter un uniforme, donc on a bien tous les éléments du salariat, et en réalité, il n'y a pas de cotisation. Si demain il y a un accident de travail, c'est pas indemnisé, c'est-à-dire qu'on en revient à un système du 19e siècle, avant la création du droit du travail. Est-ce ça la société que nous voulons? C'est un basculement de société que nous sommes en train d'assister, et il ne faut pas s'y résoudre. Et justement, Emmanuel Macron, il a reçu les Bleus à l'Elysée, et quelques heures plus tard, il a reçu 100 patrons, 100 des plus grosses entreprises françaises, et il leur a demandé hier de s'engager davantage, notamment dans des embauches, dans les quartiers défavorisés, dans les zones rurales, de prendre leur part en quelque sorte. Est-ce que vous estimez que c'est le rôle des patrons? Est-ce que c'est à eux de le faire? De prendre leur part? Évidemment, c'est très clair. Sauf que le rôle d'Emmanuel Macron comme président de la République, c'est pas de les accueillir à l'Élysée pour leur dire allez les amis, prenez votre part. C'est y compris par la loi de faire en sorte qu'il puisse y avoir, je sais pas moi, par exemple, un fléchage par la loi et par la contrainte, des redistributions de capital auxquelles il a procédé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit je vais libérer les énergies, je vais libérer le capital. Maintenant que vous en avez beaucoup, allez les amis, faites en sorte que ça soit vertueux pour toute l'économie. Mais il n'y a pas de contrainte, en l'occurrence. Il n'y a pas par la loi, de fléchage vers l'économie réelle. Julien de Normandie, que je recevais hier sur RMC, disait il y aura, notamment sur cette question de l'embauche dans les territoires, c'est-à-dire s'assurer que les entreprises prennent leur part là-dessus, il y aura un testing, un peu comme dans l'entrée des boîtes de nuit, c'est-à-dire aller vérifier que les entreprises embauchent des gens, quelles que soient leurs origines et quel que soit leur milieu.
Est-ce que ça, c'est pas une forme de fléchage? Non, je pense que l'urgence est telle qu'on ne peut pas attendre de faire ce genre de vérification. Voyez-vous, On fait quoi alors? Aujourd'hui, il faut d'abord partir de ce diagnostic et en être d'accord. Il y a une situation dans le pays qui est une situation de pénurie d'emploi, il faut le dire. C'est-à-dire que quand vous regardez les chiffres de Pôle emploi, vous avez en fin de course un emploi non pourvu pour 44 chômeurs. Ça veut dire que même si vous mettez tout le monde dans une case vide, il vous reste une masse considérable de chômage. Donc on a un vrai problème de relance de l'activité. Vous n'êtes pas sans savoir par ailleurs que à peu près 8 contrats sur 10 qui sont signés sont des contrats courts. C'est-à-dire que le contrat à durée indéterminée qui devait rester la règle, le droit commun. Et ça, c'est le constat. Ah non, mais alors justement, d'abord, par exemple, sur la question des contrats courts, plutôt que le système de bonus-malus que le gouvernement s'apprête à mettre en place. D'abord, moi, j'interroge l'utilité d'un bonus. Quand vous respectez la règle, vous respectez la règle. Écoutez, ça marche pas s'il n'y a pas un peu de carotte et de bâton quand même, non? Vous envisagez... Vous traîner que le bâton. Non, mais vous envisagez par exemple de distribuer des tickets carburant aux automobilistes qui respectent les limitations de vitesse? À un moment donné, il y a des règles et on se donne les moyens de les faire respecter. Donc qu'il y ait des sanctions, en l'occurrence, pour aller vers quelque chose de plus vertueux, c'est une bonne chose. Mais attention, parce que le bonus, ça veut dire que si les bonus sont supérieurs au malus, c'est les comptes de l'assurance chômage que vous mettez en difficulté. Parce que vous savez que ce système de bonus-malus est assis sur les cotisations patronales sur l'assurance chômage. Vous avez peur que ça dégringole? Moi, je pense qu'il vaut mieux aller sur des propositions comme nous avions formulées pendant l'élection présidentielle, que si le CDI doit être la règle, alors il faut considérer que les contrats courts sont l'exception et donc avoir des quotas modulables. Moi, je ne dis pas l'entreprise. Je suis bien conscient qu'il y a des grosses sociétés et qu'il y a par ailleurs l'essentiel du tissu, les PME. Nous avions proposé, par exemple, pendant la campagne présidentielle, que dans les petites sociétés, ça soit 10% de contrats courts maximum, et dans les grosses 5%. Mais de la même manière, je veux vous alerter sur un fait, c'est qu'il y a urgence non seulement à relancer l'activité, nous avons fait des propositions en matière de planification écologique, d'investissement fort, un vrai choc d'investissement, et y compris de pouvoir d'achat. Mais après, il y a la question du partage du temps de travail. La dernière fois qu'on a vraiment créé du travail... J'ai l'impression que ça c'est un peu ringard. Mais non, mais c'est pas une question de ringard. On a beaucoup partagé. Apolline de Malherbe, moi je me pose pas la question de savoir ce qui est ringard, je me pose la question de savoir ce qui est efficace et pragmatique. Mais justement, est-ce que ça Emmanuel Macron, ce qu'il fait, ce n'est pas efficace ni pragmatique. C'est-à-dire qu'on a une espèce de facilitation des licenciements généralisés, donc une hyper précarisation de l'emploi. Emmanuel Macron, il dit il y a du chômage de masse, très bien, faisons la précarisation de l'emploi. Vous trouvez franchement que les 35 heures ça a marché? Mais en tout cas, statistiquement, aujourd'hui, est-ce qu'on est dans il y a de la création d'emplois. Ça a beaucoup mieux marché, Apolline de Malherbe, que le CICE par exemple, qui nous a coûté à tous 20 milliards d'euros par an, qui a été pérennisé en exonération de charges. Mais au final, ce qu'il faut, c'est premièrement relancer l'activité par l'investissement, en finir aussi avec des politiques de libre-échange. Figurez-vous que hier, pas plus tard qu'hier, dans l'opacité la plus complète, c'est-à-dire sans qu'un parlementaire en ait vu la couleur, ni même un Français, on a signé encore au niveau européen un nouveau contrat de libre-échange avec le Japon, ça s'appelle le JEFTA, un peu comme le CETA avec le Canada. Le CETA avec le Canada, par exemple, on sait que c'est antidémocratique, c'est anti-écologique, c'est-à-dire que même les conclusions de la COP21 et surtout au niveau de l'emploi, ça détruit des emplois. Il y a des choses qu'on peut faire ici, qu'on peut produire ici. Il n'y a pas besoin de ce grand déménagement permanent. Donc, relancer l'activité, arrêter le tout libre-échange et puis partager réellement le temps de travail. Regardez, quand même, quand je vous dis qu'il y a 8 emplois, 8 contrats sur 10 qui sont des contrats courts, d'une part, et le fait qu'aujourd'hui, nous avons un emploi non pourvu pour 44 chômeurs. Quand on dit on va contrôler les chômeurs, il y a quelque chose de... C'est une frénésie. Dans votre façon d'expliquer, c'est qu'il y a beaucoup de constats, et c'est important, bien sûr. Il y a plein de solutions. Mais la difficulté aussi pour vous, c'est justement, vous avez des solutions, mais comment les mettre en œuvre? Quand on est dans l'opposition, c'est difficile. Il y a une des choses que vous avez beaucoup testé quand même ces derniers mois, c'est la manifestation. Vous avez beaucoup appelé aussi à descendre dans la rue, à manifester. Ça s'est un peu essoufflé. Qu'est-ce que vous prévoyez dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'action ou pour se faire entendre que vous allez mettre en œuvre? Écoutez, d'abord, moi je tire un bilan de cette première année à l'Assemblée nationale. C'est clair que dans le cadre qu'on a d'une Assemblée avec un groupe majoritaire extrêmement nombreux, avec une espèce de thrombose législative qui fait que, honnêtement, par exemple, aujourd'hui, je dois être à 4 endroits au même moment dans l'Assemblée nationale. Donc c'est clair que la capacité pour nous à peser sur ce qui sort dans la loi aujourd'hui est assez limitée, je vous l'accorde. Pour autant, il y a une chose qui est très forte et que moi je vois, c'est que notre exercice, mais justement, mais c'est efficace sur un autre point, c'est qu'en fait, quand on parle à l'Assemblée, quand on fait ce que nous faisons, le travail de parlementaire, ça continue dans le pays à infuser dans l'opinion. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de campagne permanente. Moi, quand je parle à l'Assemblée, je sais que je ne parle pas que pour mes collègues de l'hémicycle. C'est une tribune. Ça permet de montrer qu'est-ce que nous ferions à la place d'Emmanuel Macron. C'est pas de l'opposition de principe. Et ensuite, il y a tout ce qui se passe à l'extérieur de l'Assemblée. De ce point de vue, il y a eu quand même des avancées cette année, même si je vous l'accorde, c'est difficile. Mais quand on voit par exemple ce qui s'est passé
passé le 26 mai, où on assiste à un vrai décloisonnement entre les syndicats, le politique, l'associatif. Et dans un moment où on le voit, il y a des syndicats qui reprennent le dialogue. Vous voyez par exemple ce qui se passe. Moi, je regarde avec intérêt la CGT et Force ouvrière qui renouent le dialogue et qui de toute façon face à une offensive globale, bien évidemment. Et Adrien Quatennens, un autre moyen, ça peut être aussi le retour devant les urnes. Vous serez candidat à la mairie de Lille. On sent que c'est quelque chose que vous préparez. C'est un moyen aussi d'agir localement. C'est drôle comme la question de la candidature est la seule qui intéresse. Moi, ce que je veux vous dire très simplement, c'est que parce que c'est la question aussi des moyens d'action, Adrien Quatennens. Mais les moyens d'action, la France insoumise, notamment partout dans le pays, mais notamment dans la métropole lilloise, a maintenant certaines positions. Il y a des gens qui ont compris que voter pour la France insoumise, c'est pas faire le choix de gens excessifs et pas sérieux. Ils le voient. On a des gens crédibles, sérieux. Moi, ce que je veux, c'est incarner quelque chose qui permette de dire, si on nous confie demain les clés du camion, on n'envoie pas les gens dans le mur. Et si on est d'accord avec le diagnostic, force est de constater que les raisonnables, les gens qui voulons mettre de l'ordre, c'est nous. Alors après, la question des candidatures à cette heure, elle est secondaire. Moi, mon avis, c'est que il y a plein de talents possibles. Je me la pose, mais pour tout vous dire, c'est pas ma priorité. C'est-à-dire qu'en réalité, pour l'instant, je suis député, je suis parlementaire. Chaque étape a son moment. Et puis, pour tout vous dire, bien évidemment qu'on fera un choix gagnant, mais si ça peut être quelqu'un d'autre, c'est très bien aussi, parce qu'il faut aussi qu'on puisse faire monter d'autres personnes. Vous voyez, sinon on revient à ce que vous disiez au début, le collectif plutôt que l'individuel. Et un renouvellement des pratiques, c'est nécessaire. En tout cas, il faut montrer le moment venu, nous pourrons gouverner et que nous sommes prêts à cela. Nous ne faisons tout ce que nous faisons que pour ça. C'est la démonstration qu'on fait. Merci Adrien Quatennens d'avoir été notre invité ce matin. RMC BFM TV 8h56.